Moi, quand j'ai écrit cet ouvrage, donc il y avait trois raisons. Donc la première chose, en 2009, nous avons créé une association à Champigny qui s'appelait Relocalisons. Et à l'époque, la relocalisation, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à ce que c'était que la relocalisation. Donc au premier abord, on pensait que c'était surtout recréer des ceintures vivrières. Il y avait une approche très bucolique. Et moi, je me suis dit quand même que ça concernait toute la société. Et donc, j'ai commencé une réflexion. Et puis, comme je suis un lecteur de Serge Latouche, j'ai vu que c'était un des 8 R. Et ensuite, j'ai appris qu'il avait une place prééminente. Et enfin, je l'ai écouté en 2014, et il nous dit que c'est le moyen et la fin de la relocalisation. Et là, j'ai trouvé que c'était une excellente approche. Et donc, c'est à partir de là aussi que j'ai mené ma réflexion. Ensuite, j'avais été un peu énervé, gêné, pour parler en termes soft, par la vision officielle de la relocalisation. En fait, dans la vision officielle, il y a un jeu qui se passe avec les frontières, et la relocation, ça consiste juste à faire revenir une entreprise qui est partie à l'étranger, et au nom de la défense et de la création d'emplois. Et ça, moi, ça me dérangeait énormément. Et ça m'a poussé à regarder un petit peu plus, et je me suis aperçu qu'effectivement, de tout temps, le système capitaliste, il s'amusait avec les frontières. Par exemple, sous l'Ancien Régime, on avait 3 marchés. On avait le marché domestique où il y avait des échanges gratuits, je rends service à l'autre, etc. Marché national dominé par ce qu'on appelait l'économie morale, c'est-à-dire les grains ne doivent pas être vendus plus cher, le marché a lieu le jeudi, et on ne doit pas sortir les grains de la région, autrement il y a des révoltes paysannes. Et un troisième marché, un marché spéculatif, c'était ce qu'on appelle le commerce triangulaire. On va acheter des esclaves en Afrique, on les revend aux Antilles, on ramène du sucre, etc. Et là, on ne respecte aucune règle. On joue vraiment, et c'est pareil aujourd'hui. On va investir en Chine, on fait travailler des Laogong, des millions des prisonniers politiques ou des esclaves, on fait travailler même des Chinois dans des conditions atroces, des enfants en Inde, etc. C'est pareil, il y a un jeu qui joue toujours. Et ça me dérange beaucoup, voilà, comme je pense la plupart d'entre vous. Et enfin, une troisième raison, c'est moi je suis un militant anti-nucléaire depuis les années 70, et j'ai pu constater que les catastrophes nucléaires créaient des zones inhabitables, expulsaient l'homme de son seul endroit où il peut vivre, c'est-à-dire la Terre. Il y en a de plus en plus, Bikini, il y a eu Bikini, il y a eu Mayak, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima. Tout ça, ça fait des zones inhabitables. Et pourtant, les États essayent de faire revenir les réfugiés ou obligent les gens à vivre dans de telles conditions. Ils essayent de les relocaliser. Et donc, à partir de là aussi, je me suis posé des questions justement sur les produits. Et on s'aperçoit que c'est un moyen de traiter la notion de produit. Donc effectivement, il y a 3 types de relocalisation pour moi. Il y a la relocalisation capitaliste, où on joue avec les frontières, on essaye de faire revenir des entreprises qui avaient été délocalisées, par exemple. Mais en fait, et il y en a eu plusieurs, il y a eu différentes étapes, mais en fait ça concerne peu d'entreprises, en tout cas pour la France. Une deuxième, c'est une vision plutôt, j'ai dit altermondialiste, et je ne veux vexer personne, où on pense qu'en mettant des taxes écologiques, on va pouvoir, pareil, atteindre le même objectif. Et une troisième, celle que je défends, qui part du produit. Pour moi, la question du produit est fondamentale. Alors, qu'est-ce que le produit ? Le produit, c'est une... À la différence pour aller très très vite, à la différence de la marchandise qui est le résultat d'une multiplication du travail et du capital, le produit tient compte des ressources en amont et des déchets en aval. Voilà, en gros, pour aller très très vite. Mais donc pour moi, la question du produit est fondamentale pour définir la relocalisation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pourrais peut-être dire.
Je suis un peu long. Non, pas de souci. Et du coup, si on se concentre sur la relocalisation que vous défendez, concrètement, qu'est-ce que cette forme impliquerait dans les secteurs de la production, de la consommation, et finalement, quel grand domaine nécessite d'être questionné? Voilà. Donc je me suis aperçu qu'il n'y avait pas seulement une relocalisation capitaliste, mais qu'il y avait aussi des tentatives au sein du système, sans remettre en cause le système, des politiques de la relocalisation, et notamment l'économie circulaire, l'éco-conception de produits, etc. Et je pensais que, oui, je pense qu'il est intéressant de partir de là et d'en voir toutes les limites, notamment les limites mais partir de là, pas une sorte je dirais pas une sorte de critique de l'économie politique, mais une critique du produit politique, je ne sais pas comment dire, voilà. Donc l'économie circulaire, par exemple, elle nous fait croire qu'on va pouvoir valoriser les déchets alors qu'il faudrait les réduire. Elle pense, c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur Tim Jackson, donc qui montre qu'on ne peut pas déconnecter la croissance du PIB et celle de l'énergie, ou alors il faudrait qu'il y ait une réduction de la population ou du PIB. Voilà. Donc pour y arriver, donc le mythe qui domine l'économie circulaire de ce qu'on appelle la déconnexion, j'ai oublié le terme exact, excusez-moi, entre la croissance du PIB et la croissance de la consommation d'énergie est un mythe, voilà. Et d'ailleurs, il y a un monsieur Yves Cochet qui nous avait montré que ces dernières années, la croissance du PIB, pour un point de PIB, il y a toujours eu une croissance de 0,7% de l'énergie, par exemple. Voilà. D'ailleurs, enfin voilà. Et enfin, il y a un autre monsieur qui s'appelle Richard Heinberg, qui a bien montré que c'est un pari impossible, qu'un jour, quand il n'y aura plus de pétrole, qu'il n'y aura plus d'énergie fossile, eh bien, on va voir inéluctablement une baisse du PIB et certainement une baisse de population. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, et du coup, quelles mesures, par exemple, impliqueraient une relocalisation décroissante et écologique, telle que vous la défendez Quelles mesures? Oh, ben, il y a plein de choses à faire. Hein. Bon, d'abord, il faut décroître. L'objectif, c'est donc la décroissance, c'est à la fois un mot au but, mais c'est aussi vraiment une réelle décroissance. C'est une décroissance de son empreinte écologique. Donc, il faut imaginer des produits qui tiennent compte des ressources qui rares et des déchets que ça va générer. Hein, voilà, en gros. Donc, les mesures, c'est création de ceintures vivrières, de ceintures maraîchères autour des grandes villes, une création de nouveau de la séparation entre la ville et la campagne. Dans les années 70, on pensait qu'il fallait retourner à la campagne. Moi, je pense qu'il faut retourner à la ville et à la campagne, que les deux ont été détruites par l'essor d'abord du train, mais encore ça pouvait aller, surtout par l'essor de l'automobile. Voilà. Ensuite, je sais pas, comme ça, enfin voilà ce qui me vient. Puis, oui, voilà ce qui me vient. Et peut-être pour finir, vous parlez des conditions de cette relocalisation. Et ce qui me semble intéressant, c'est, vous parlez, il y a une des conditions, c'est la décolonisation de l'imaginaire, bien sûr. Et l'autre condition, c'est la prise de conscience du legs de la société industrielle avec laquelle vous voulez rompre. Il me semble intéressant que vous parliez de ce legs et comment le gérer. Oui, c'est peut-être là où je suis peut-être moins optimiste que Serge Latouche. Je pense que, moi j'aime bien Günther Anders, c'est écrit au début du livre, nous ne vivons plus dans une époque mais dans un délai. Donc je suis assez pessimiste, hein, je ne crois pas du tout à l'avenir radieux. Cela étant, je ne crois pas du tout que notre système va perdurer et que même si on a un système tel que nous le désirons, admettons autogestionnaire, libertaire, etc., c'est quand même, ça ne sera pas un avenir radieux, ça ne sera pas rigolo, ça sera imposé avec tout un tas de problèmes. Il va falloir gérer les déchets nucléaires, gérer tous les legs de la société industrielle, et il n'y en a pas seulement des legs matériels, il y aura aussi des legs, et on en voit déjà aujourd'hui, avec l'essor, le narcissisme,
Enfin, on est dans un monde quand même, souvent c'est le bon sens, c'est qui le dit, enfin, ils sont fous. Enfin, on entend souvent dire ça, quoi. Et, enfin, voilà, il y aura aussi tout ça à gérer. Et donc, ça permettra de survivre, j'espère. Voilà, je ne crois pas que l'humanité va disparaître à la fin du XXIe siècle, contrairement à ce que prévoient de plus en plus de gens qui ne sont pas membres de sectes, mais des gens qui ont un bagage scientifique très poussé. Richard Lindbergh, Yves Pacalet, même Yves Cochet est très pessimiste. Bon, moi je suis utopiste quelque part, je crois que l'humanité ne disparaîtra pas. Et je crois qu'on va réussir à trouver, à créer un monde relocalisé. Voilà, mais bon, ça sera pas. Voilà, il y aura pas mal de choses de saloperies à gérer, voilà, en plus. Merci.